Pendant 24 ans, Bachar al-Assad était un dictateur sanguinaire. Plus de 100 000 personnes sont mortes dans les prisons syriennes et à la chute du régime le 8 décembre 2024, de nombreux documents de l'administration ont été déterrés et ils témoignent des exactions commises par le régime d'Assad. Par exemple, on a découvert que les prisonniers étaient forcés de signer de faux aveux, comme celui-ci. Je sous-signais, déclare en pleine possession de mes moyens et sans contrainte m'être électrocuté seul en touchant le fil électrique d'un chauffe-eau et qu'il a fallu me frapper à plusieurs reprises avec un morceau de bois pour m'éviter l'électrocution. Bref, ces documents témoignent de toute la violence de celui qu'on appelait le boucher de Damas. Alors 1 an après la fuite de Bachar al-Assad, l'État syrien se reconstruit avec à sa tête Ahmed al-Shara. C'est un ancien djihadiste qui aujourd'hui fait donc des visites diplomatiques. Alors ça peut paraître normal pour un chef d'État. Mais en Syrie, c'est pas arrivé depuis des années. Il est allé en France, aux États-Unis, d'ailleurs, pour cette occasion, il s'est même payé une petite mise en scène. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il s'amuse à jouer au basket avec le commandant des troupes américaines au Moyen-Orient, Brad Cooper. Ces mêmes troupes qu'il combattait en Irak quelques années auparavant. Alors pour comprendre la chute de l'ancien régime, pour comprendre comment le pays se reconstruit, ce qu'il reste de la violence d'Assad, on reçoit Luc Mathieu. Salut Luc. Bonjour. Tu es journaliste à Libération et spécialiste du Moyen-Orient. Moi je m'appelle Corentin Courtois et vous regardez le Libescope. Pour commencer, Luc, je voudrais qu'on fasse comme un retour en arrière, un peu historique. Je veux qu'on se remette à l'époque du 8 décembre 2024. Comment s'est passée la chute du régime de Bachar al-Assad ? Ça a été une énorme surprise, parce que c'est parti en fait d'une offensive donc, de celui qu'on appelait à l'époque Abu al-Jawlani, qui est Ahmed al-Shara, et qui était donc patron d'un groupe qui s'appelait Hayat Tahrir al-Sham, HTS, et qui contrôlait la province d'Idlib, enfin une partie de la province d'Idlib, qui est au nord-ouest de la Syrie. Et donc, fin novembre, il a lancé une offensive vers Alep, qui est la grande ville du nord, la ville historiquement commerciale de la Syrie. Et personne n'y croyait vraiment, en fait. Enfin, ceux qui regardaient, il y a eu des rumeurs les semaines précédentes sur la potentialité d'une attaque. Les gens disaient non, a priori non, c'est peut-être plus un coup de com' ou pour montrer qu'il est là, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lancé l'offensive depuis Idlib. Alors, ils s'étaient préparés, évidemment, vers Alep. Le vrai objectif, à la base, c'était Alep. Et ce qui s'est passé, ils avaient contacté la plupart des officiers du régime syrien qui étaient à Alep, en leur promettant une amnistie s'ils ne combattaient pas, en fait, en trouvant des arrangements, en discutant. Et donc, ils ont avancé très vite, et ils ont pris Alep très vite, en quelques jours. Alep est tombé. Et là, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont continué. Donc, ils sont descendus vers Hama, vers Homs, et ils sont arrivés aux portes de Damas 10 jours après, en réalité. Et c'est pareil, en fait, l'armée syrienne de Bachar al-Assad n'a pas combattu, très peu, un peu à Hama, mais elle n'a pas tenu. Et pourquoi les ils n'ont pas soutiens... combattu ? C'était déjà la fin de la guerre pour eux ? Parce que c'était une armée qui était totalement en décrépitude. C'est-à-dire qu'ils étaient très très mal payés, certains n'avaient même pas à manger, il y avait énormément de corruption. Et donc ils ont vu cette déferlante, il n'y avait pas tant que ça de combattants finalement. Mais ils se sont dit, voilà, on arrête. D'autant que les soutiens étrangers du régime syrien les ont lâchés aussi. C'est-à-dire que le Hezbollah libanais, qui combattait beaucoup aux côtés de Bachar, est parti au bout de quelques jours du pays. Les Iraniens qui étaient là sont partis aussi. Et les Russes, qui étaient le gros soutien de Bachar el-Assad. En fait, à un moment, on dit, on n'intervient pas, on laisse faire. Parce que Ahmed al-Shara avait discuté avec eux. Il avait fait ça intelligemment. Il y avait des bases russes en Syrie. Et il a dit, non, on ne va pas les attaquer. Enfin, on va trouver des moyens. Et les Russes ont dit, en gros, OK, on abandonne le régime. Et donc, ça a été la débandade totale. Et Bachar el-Assad qui s'est enfui en avion. Voilà. Et à quel moment on peut dire que, ça y est, le régime de Bachar el-Assad, c'est fini ? Quand les rebelles sont à Damas et quand lui s'est enfui. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de retour possible. Il n'y a pas de... Damas est tombé sans combat. Il n'y a pas eu de combat. Ils sont rentrés.
Et donc là, le régime était tombé, quoi. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui s'est déroulée en direct sur Twitch, donc vous pouvez nous y retrouver. Et vous pouvez désormais nous écouter en podcast. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Qu'est-ce qu'ils font en premier, les rebelles, ceux qui font tomber le régime? C'est quoi le premier truc qu'ils font une fois que Ce qui est intéressant, c'était Bachar Alep, s'enfuit qui était la première grande ville qu'ils ont prise. C'est que tout de suite, ils ont dit on va faire attention. Ils ont protégé les banques, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de vandalisme, enfin de braquage à grande échelle des banques. Ils ont été voir les chrétiens, ils ont été voir les chiites, parce qu'il y a des villages chiites, eux étant sunnites, en disant ok, on n'est pas là pour vous attaquer, vous pouvez rentrer chez vous. Donc ils avaient quand même bien préparé ça. Après, le reste, ça allait tellement vite qu'ils sont retrouvés à la tête du pays en 12 jours, en réalité. J'en parlais dans l'introduction, il y a eu, au moment de la chute du régime de Bachar al-Assad, quand il s'enfuit, l'ouverture de ces prisons. Pourquoi c'est aussi important qu'on accède aux prisons d'Assad? Parce que c'est un système tortionnaire à une échelle qui n'est pas inédite, mais qui est quand même massive. C'était Amnesty qui parlait de l'archipel de la torture dans le système carcéral syrien. Et c'est une très bonne expression parce qu'il y avait plusieurs branches de services de renseignement, 4 principales, mais en réalité beaucoup d'autres. Chacun avait leur prison. Des gens étaient arrêtés pour rien, torturés pour rien, morts pour rien. Et donc, tous les Syriens, par exemple, ne parlaient jamais de Bachar al-Assad parce qu'ils savaient que quelqu'un pouvait le dire à quelqu'un, qu'il allait dire, ça allait retomber, qu'ils allaient finir en prison et disparaître. Donc, les prisons, c'était des trous noirs. Alors les prisons civiles un peu moins, mais les prisons des services de renseignement, personne ne savait. Les familles payaient des fortunes, des milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars, juste pour savoir si leur fils, leur père, leur oncle, leur mère parfois aussi, étaient encore vivants, ou pour les faire transférer. Enfin, c'était d'une obscurité totale. Et donc, oui, bien sûr, quand les rebelles ont avancé, toutes les prisons sont libérées, jusqu'à celle de Sednaya, qui était un peu le symbole du régime, parce que c'était une prison énorme, déjà, avec des gens ceux qui rentraient là-dedans ne sortaient quasiment pas. Enfin, soit ils mouraient sous la torture à Sednaya, soit ils mouraient de mauvais traitements, c'est-à-dire ils n'étaient pas soignés quand ils étaient malades, soit ils mouraient de faim, limite, certains. Les familles n'avaient aucune information. Et il y avait des exécutions tous les jours, des pendaisons. Donc celle-là, c'est la prison qui symbolise le système tortionnaire syrien. Qu'est-ce qui permet de comprendre ce qui s'y passait vraiment? On a il y a eu témoignages. Énormément de témoignages, ceux qui étaient dans la prison en ce moment-là, et toutes les archives. Il y avait des archives partout, parce que comme tous les régimes dictatoriaux comme ça, ils notent tout. Parfois en plusieurs exemplaires. Donc il y avait quantité d'attestations de toutes sortes. Donc, j'en ai vu plein à Sednaya. Un tel est rentré dans la prison à telle date, il est sorti du coup, à telle toi, date, mort à telle date. Dans ces documents, qu'est-ce que tu as vu par exemple? Il y a des choses qui t'ont marqué? Oui, c'est que par exemple on dit, c'est-à-dire ils prévenaient pas les familles. Ils avaient les papiers qui prouvaient que la personne était morte. La plupart du temps, quand elle allait mourir ou quand elle avait été exécutée, en fait, ils envoyaient dans les hôpitaux militaires. Et là, il est déclaré mort. Et ils gardaient les papiers, ils ne les donnaient pas, donc les familles ne savaient pas. Après là, on a retrouvé quantité de photos de cadavres totalement... où les traces de torture sont évidentes. Donc, il y a des dizaines de milliers de photos comme ça. On a parlé du régime, des prisons, du système concentrationnaire. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui permettent de comprendre qu'est-ce que c'est la dictature de Bachar al-Assad, comment elle s'exprimait? C'était une corruption totale, c'est une corruption absolue, c'est-à-dire qu'à la fin même, à partir disons de 2018, etc., la famille Assad a personnellement siphonné des centaines de millions de dollars. Ils prenaient tout. Moi j'avais discuté, je me rappelle, à Alep avec quelqu'un qui était assez riche, qui était un avocat, etc., et qui disait, à Alep, en fait, ils ont tellement racketté qu'à la fin, ceux qui étaient encore là n'avaient plus rien. Ils ne pouvaient même plus être rackettés parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Tout avait été absorbé, en fait, aspiré. Et c'était un système aussi où les gens ne pouvaient pas parler. Moi, la première chose qu'ils ont dit il y a un an, quand le régime est tombé, c'est « ça y est, on peut parler ». Parce qu'avant, ils avaient extrêmement peur. Ils ne parlaient même pas devant leurs enfants, parce que les enfants, on ne les maîtrise pas. Enfin, après, quand ils vont à l'école, quand ils voient leurs copains, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Donc, ils ne parlaient jamais d'Assad.
parce que c'était beaucoup trop dangereux. Parlons du coup d'Ahmed al-Shara. C'est donc la personne qui est maintenant à la tête de l'État syrien. C'est qui Ahmed al-Shara? Comment il a évolué? C'est quoi son histoire? Il est originaire de Damas, une famille assez aisée. Et il a suivi des études, etc. Et après, il y a eu l'invasion américaine de l'Irak. Et là, il est parti, parce qu'à l'époque, le régime syrien encourageait d'ailleurs les sunnites. Enfin, encourageait. En tout cas, il y avait des bus qui les emmenaient à la frontière irakienne depuis Damas ou depuis Alep, etc. Et donc, il est parti en Irak combattre les Américains, donc dans le djihad, un djihadiste. Il s'est fait arrêter. Il a été en prison à Abu Ghraib, qui était notamment Abu Ghraib. Il a fait plusieurs prisons, mais et en fait, il s'était fait passer pour irakien là-bas. Donc les Irakiens n'ont pas relevé. Il a fini par être libéré. Et après, quand il y a eu le début du soulèvement en Syrie, lui, il a été voir Baghdadi, celui qui deviendra le chef de l'État islamique, en lui disant voilà, j'ai besoin d'argent et d'hommes pour aller en Syrie combattre le régime, etc. Il est parti, il a fondé ce qu'on appelait le Jabhat al-Nusra, le Front al-Nusra. Il était directement, il avait fait allégeance à Al-Qaïda, parce qu'il y avait des rivalités, des luttes armées même entre l'État islamique, ce qui s'appelait l'État islamique en Irak et au Levant à l'époque, et le Jabhat al-Nusra. Et lui avait dit, ok, moi je pars avec Al-Qaïda. Donc djihad dur, pas. Mais alors le truc c'est qu'ils combattaient le régime. Ils n'avaient pas pour intention, en tout cas ils l'ont jamais fait, de frapper à l'étranger, contrairement à l'État islamique. Et après il a rompu avec Al-Qaïda. Il a dit j'arrête quand il s'est installé en gros à Idlib. Et il a dit je romps avec Al-Qaïda. Et là ils ont commencé à mettre en place un système de gestion de la province d'Idlib. Et alors j'ai deux questions qui me viennent. Déjà, est-ce qu'on sait pourquoi il rompt avec Al-Qaïda? Est-ce que c'est lié à une différence de perspective sur voilà ce que fait Al-Qaïda, je suis plus aligné avec ça? Comment c'est? Lui, son objectif, c'était vraiment de renverser Assad. Et être Al-Qaïda, au bout d'un moment, ça marche plus parce que ça fait trop peur aux autres. Et fondamentalement, lui, voilà, il veut prendre Damas. Depuis le début, personne n'y croit, mais lui il dit si, on va y arriver. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il commence à mettre en place une administration, donc il est obligé de composer avec d'autres, d'accepter la Turquie qui est pas loin, donc il y avait des relations proches avec les services turcs. Et tout ça fait que certains de son groupe disent là, on peut pas s'allier avec la Turquie, machin, donc ça crée des tensions, donc il les écarte, ou il les tue, ou il les fait tuer, ou il les met en prison, ou ils partent d'eux-mêmes. Et tout ça fait que, en fait, c'est un truc un peu, on dit souvent qu'il est pragmatique, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça se fait aussi, il prend des décisions qui font qu'il s'éloigne du djihad en réalité. À force de discuter, de négocier, de dire voilà, il y a des chrétiens et libres, on va pas les égorger. Donc ça, encore une fois, sa base peut mal le prendre, donc il y a des défections. Mais lui, il est embarqué dans ce truc qui devient un projet politique pour Idlib, en fait. Donc il est obligé de s'accommoder, de négocier, de discuter avec ceux qui étaient là avant, avec les élites locales, avec les imams locaux. Donc c'est une progression, en fait. Et donc du coup, aujourd'hui, Ahmed al-Shara, c'est quel chef d'État? Comment ça se passe en Syrie depuis qu'Ahmed al-Shara a pris la tête? Il y a deux volets. Il y a le volet international, où tu le disais au début, il a réussi à diplomatiquement s'imposer. C'est-à-dire qu'il voit à peu près tout le monde. Il a été accepté à peu près par tout le monde. Il a des accès très directs dans les jours qui ont suivi sa chute. Il y a que des diplomates occidentaux qui ont commencé à arriver, à rencontrer ses équipes, etc. Donc ça, il a réussi à sortir la Syrie qui était totalement isolée, sous Bachar. Il y avait des sanctions. Là, les sanctions commencent à être levées. Là, ce qu'on appelait le César Act, qui était une grosse loi de sanctions américaine, qui avait pris le nom du photographe militaire qui se surnommait César, qui avait sorti plein de photos de gens suppliciés dans les prisons syriennes. C'était quoi comme sanction? C'était sanctions économiques. Ouais, c'est-à-dire que par exemple, aucune entreprise ne pouvait vraiment faire du business en Syrie parce que ça l'a coupé de toutes les banques. Enfin voilà, la Syrie commence à être intégrée dans le système des banques mondiales.
Donc ça, il a réussi. Après, en interne, à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a le problème de l'économie. L'économie n'est pas repartie, elle repart, mais c'est un pays qui est ravagé. Donc c'est des centaines de milliards de dollars qu'il faut pour reconstruire. Il y a des routes à refaire, il y a des systèmes d'approvisionnement en eau, en électricité, en gaz, en tout. Et puis il y a aussi des questions communautaires. C'est-à-dire que lui s'appuie, depuis qu'il est arrivé, en fait, il s'appuie au tout début que sur des hommes à lui qui connaissaient l'Idlib, qu'il a mis dans les administrations au poste clé. Après, ça ne suffisait pas, parce que ce n'est pas un gros groupe, HTS, c'est quelques dizaines de milliers de personnes. Et donc maintenant, il a ouvert un peu, mais le problème, c'est qu'il ouvre c'est des cercles un peu comme ça qui s'étendent. Mais c'est quelqu'un qui va connaître celui qu'il a nommé, etc., qui va être nommé à son tour, qui va prendre. Et ça reste sunnite. Dans un microcosme. C'est pas un microcosme, c'est une majorité. La Syrie est majoritairement sunnite, mais majorité sunnite. Mais après, voilà, il y a les Alaouites, c'est des chiites, et Bachar al-Assad était alaouite. Il y a des chrétiens, il y a des Kurdes, il y a des Druzes, et il y a eu des gros affrontements. Alors en mars, c'était sur la côte méditerranéenne, où il y a beaucoup de villages et de villes alaouites où des anciens du régime syrien ont commencé à attaquer des nouveaux représentants de l'ordre d'Al-Shara, ce qui a introduit après une réaction. Et il y a eu quand même 1400 morts, c'était des massacres. Après, il y a eu les Druzes à Souaïda, au sud de Damas, où il y a eu des affrontements entre eux, les Bédouins, etc. Lui a envoyé des soldats et des policiers. Et pareil, il y a eu des massacres. Et les Kurdes, alors eux, ils sont dans l'est du pays, le nord-est principalement. Au début, ils ont commencé à négocier. C'est eux, les Occidentaux les connaissent bien parce que c'est eux qui étaient en première ligne dans les combats contre Daesh. C'est eux vraiment qui se battaient, qui avaient monté des forces, qui étaient aidés par les Occidentaux en armes, en argent, en hommes parfois. Et eux, au début, ils ont tenté de négocier avec Al-Shara. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une sorte d'autonomie, voire fédéralisme. Et les négociations n'ont rien donné. Et aujourd'hui, ils se préparent à la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura une, mais ils se préparent à des affrontements. Donc, c'est compliqué, oui. Donc, la violence héritée du régime d'Assad existe encore en Syrie. C'est pas qu'elle est héritée du régime... Oui, il y a toujours de la violence en Syrie, il y en a beaucoup moins, parce que c'est pas du tout le même système carcéral, c'est pas du tout la même répression, etc. Mais il y a eu des massacres. Il y a cette question kurde qui est pas du tout réglée, qui peut potentiellement dégénérer. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen d'intégrer les différentes communautés. Il y a même des révolutionnaires de l'époque de la guerre civile qui se considèrent comme étant marginalisés aussi, qui ont fait la révolution... dans d'autres brigades, pas liées à Al-Shara. Il y a eu plein de factions armées en Syrie et qui s'estiment aujourd'hui un peu écartées. Donc, et puis après, un autre truc qui a aussi son importance, c'est que les gens d'Idlib sont vus un peu comme pour le dire clairement, comme des ploucs. Et donc, il y a certaines élites des grandes villes qui disent on ne va pas se faire diriger par des ploucs qui viennent d'Idlib. On les a pas attendus. Donc il y a plein de problèmes à régler, c'est sûr. Ça signifie pas que Al-Shara pourrait être lui-même renversé d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois. À mon avis, le plus gros risque qui court, c'est d'être tué plutôt par l'État islamique. Parce que l'État islamique, ils sont encore là. Alors c'est pas du tout comme avant, c'est pas l'époque où ils tenaient Raqqa, Manbij, une bonne partie de l'Est syrien. On n'en est pas là, mais ils sont toujours là. Il y a toujours des cellules, il y a toujours des combattants. Et eux, clairement, ils veulent le tuer. Donc ça, ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Donc ça, c'est un gros risque pour lui, je pense. Après, renverser aujourd'hui, non. Sinon, il n'y a pas d'homme capable aujourd'hui, je pense, de le renverser. En ce moment même, on a une reporter qui est sur place, en Syrie, à la Côte Mani. Elle est elle-même syrienne. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle voit là-bas et qu'est-ce que ça révèle de comment se sent la population syrienne depuis ces derniers jours ? C'est pareil, il y a des énormes rassemblements en ce moment en Syrie, il y en aura encore aujourd'hui beaucoup, où ils célèbrent la chute du régime Assad, sans conteste. Après, c'est ce qu'on disait, il y a toujours aussi cette inquiétude des gens, c'est-à-dire
enfin, tout est loin d'être réglé. Donc ils se demandent aussi, il y a ce problème économique qui est majeur, il y a ce problème communautaire qui est potentiellement majeur aussi. Donc les gens, ils savent pas non plus. Ils sont bien sûr contents que Bachar el-Assad soit pas là. Il y en avait beaucoup qui disaient que dans les jours qui suivaient sa chute, ils disaient ça pouvait pas être pire. Ça peut pas être pire que lui de toute façon. Donc voilà. Mais après là, ça fait un an, donc voilà, et tout le monde n'est pas content. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de circonspection, pardon. Oui. Économiquement, pour rentrer un peu dans cette question-là, c'est toujours une ruine, la Syrie. Comment est-ce que ça se passe économiquement pour le pays en ce moment? Bah, là, il faut des investissements. Il faut du cash. Mais pour les investissements, il faut qu'il y ait un système qui permette de les absorber, de le gérer, de les redistribuer. Donc tout ça, c'est long, c'est compliqué. Et puis le niveau de destruction est tel qu'il faut des investissements massifs, vraiment massifs. Alors les pays du Golfe ont de l'argent, bien sûr, ils pourraient, hein, mais peut-être que certains aussi se méfient, hein, ils attendent de voir comment ça va se passer, est-ce qu'il n'y a pas de corruption. Il y a eu des cas de corruption quand même, c'est comme toujours, alors moins qu'à l'époque Assad, hein. Mais le pays est tellement ravagé que c'est impressionnant à voir, il y a des villes entièrement rasées. Donc c'est même pas de la reconstruction, c'est de la construction, quoi. Il faut déblayer et construire. Donc il faut les hôpitaux, il y a tout à refaire. Cette évolution économique, une avancée économique, est-ce qu'elle peut venir de l'international, étant donné que elle peut venir que de l'international. C'est-à-dire qu'il faut des investissements extérieurs. Mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce que la campagne pour d'Ahmed al-Shara à l'international peut amener des évolutions d'un point de vue économique? Déjà, tu m'as dit que les sanctions étaient tombées. Ouais. Bah ça, c'est le gros truc, c'était les sanctions, parce que ça bloquait les investissements. Donc là, aujourd'hui, d'ici à la fin de l'année, il n'y aura plus César Act. Donc ça peut débloquer des investissements, oui. Mais des investissements qui viennent de l'étranger et de la diaspora aussi, parce que la diaspora syrienne est quand même très, très étendue, et certains ont réussi, sont des hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent investir aussi en Syrie. D'accord. C'est pas que l'étranger, enfin, ça peut être aussi les Syriens. Hein, mais... Il reste une question par rapport à cette chute du régime de Bachar al-Assad. On a parlé de comment le régime se construisait, comment s'est passée la chute, comment fonctionne le pays aujourd'hui. Reste la question, il est où Assad? Assad, on sait qu'il est à Moscou. En Russie, en tout cas. À Moscou, très probablement la majorité du temps. Après, en réalité, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 articles de presse, dont un du Télégraphe. Il avait investi beaucoup d'argent en Russie ces 15 dernières années. Son père aussi, même, je crois, avait déjà investi. Donc il a apparemment beaucoup d'appartements de luxe, etc. Mais en réalité, on ne sait pas ce qu'il fait. On parle qu'il joue à des jeux vidéo, peut-être, mais tout ça est tout sauf vérifié. En tout cas, il n'apparaît pas en public. Attends, Bachar al-Assad jouait aux jeux vidéo, il y avait un truc comme ça? Oui, parce qu'il y a un article du Télégraphe qui dit ça, mais bon, voilà. Après, il faut... Enfin, on ne sait pas en vrai. Enfin, le truc, ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'exprime pas publiquement, même via des réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Moi, j'ai vu une photo qui a l'air confirmée de son frère, Maher al-Assad, qui est dans une sorte de café à Moscou. Et voilà, après... Il n'y a pas eu une news récemment sur un empoisonnement? C'est pareil, c'est des rumeurs. Ça. Ouais. On ne sait pas en fait. Oui, alors certains disent qu'il aurait été empoisonné. Alors certains disent par les Russes, ou disent non, par quelqu'un qui voulait décrédibiliser les Russes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup de mandats d'arrêt, de gens qui l'attendent, notamment de la France. On a eu 3. Alors qui ont longtemps été bloqués, mais qui apparemment se débloquent maintenant. La Syrie, Ahmed al-Shara, a émis aussi un mandat d'arrêt. Ils ont demandé à la Russie de le livrer, et bien sûr, la Russie ne le fait pas. Parce que, pourquoi la Syrie veut récupérer Assad? C'est pour le juger? Pour le juger. Bah, ça serait le meilleur symbole, ça serait de le juger, parce que c'est quand même quelqu'un qui a saccagé ce pays. Donc, il y a des milliers des centaines de milliers de familles qui veulent qui rendent des comptes. Quand on a perdu quelqu'un, ils ne savent toujours pas. Enfin, ils découvrent des fausses communes en Syrie quasiment tous les jours. Et ils ne savent pas. C'est un travail colossal d'enquête et de médecine légiste. Là. Donc, il faudrait effectivement qu'il soit arrêté, jugé. Mais la Russie, aujourd'hui, après, on ne sait pas comment ça peut tourner, mais il y a quand même peu de chances que ça évolue à court terme. D'accord. Elle ne veut pas le lâcher.
Donc il est contraint au silence, peut-être qu'il joue à des jeux vidéo, peut-être qu'il va boire des cafés à Moscou. On parle d'une résidence de campagne, une datcha à la campagne, c'est possible, mais on ne sait pas en vrai. Est-ce qu'il y a d'autres représentants, entre guillemets, du régime d'Assad qui ont été arrêtés, jugés? Pas Est-ce beaucoup. qu'on sait un peu? Pas beaucoup. Il y en a eu. Il y en a qui sont à Damas, en résidence surveillée en gros. Mais il n'y a pas eu. Il y a eu bien sûr des officiers d'armée syrienne arrêtés, des gens qui s'étaient exhibés dans des vidéos, notamment assez horribles en général, qui ont été retrouvés arrêtés. Mais c'est aussi quelque chose que les Syriens demandent, c'est plus d'arrestations, plus de jugements de gens de l'ancien régime maintenant. Parce qu'il y en avait des milliers. Alors certes, c'était extrêmement pyramidal, mais tout le monde a aussi des responsabilités. Donc certains se sont sauvés pendant la guerre civile, n'ont pas voulu. Et il y en a qui sont restés, qui ont continué. Il y en a qui sont au Liban. Il y en a qui sont... Il y en a qui sont en France? C'est possible. C'est possible qu'il y en ait qui sont en France, qui sont rentrés par les voies de réfugiés, qui s'étaient sauvés. Il y en a en Allemagne, qui ont été arrêtés. Il y en a aux Émirats, qui sont là-bas. Il y en a en Russie. Il y en a en Iran. Parce que l'Iran était quand même un allié proche. Donc, non, mais les Syriens demandent ça. Demandent.